C'est Abdoulaye Baro qui pilote l'équipe du dimanche ce soir. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 7 Info. Trois invités ce soir, le docteur Birare Doudoulgou, il est médecin légiste. La médecine légale, on en parle de plus en plus au Burkina Faso. Qu'est-ce que c'est? Combien sont-ils au Burkina Faso? Avons-nous un plateau technique adéquat pour cette discipline? Nous allons lui poser ces questions. Belko Ousmane Ouedraogo est responsable à la communication et médias de l'ONG Oxfam. Il viendra nous parler de ce rapport accablant, violence, prostitution. Les femmes déplacées internes en sont victimes. Et puis, il est là, notre consultant, Siaka Koulibaly. Avec lui, il sera question de l'actualité politique sortie cette semaine de l'ONA, l'opposition politique non affiliée et la révolte à Bamako contre la gouvernance du président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Le 7 Info, c'est parti. La santé, pour commencer, la lutte contre la Covid-19. Enfin, le personnel soignant a commencé à percevoir son prime. Les agents de santé engagés dans la lutte contre la Covid-19 qui n'avaient pas encore reçu leur prime sont désormais soulagés. Ils reçoivent depuis hier leur dû au titre du mois d'avril et de mai. Effectivement, la semaine passée, on avait dit que cela allait être résolu. Et effectivement, ils ont été payés. Et depuis hier, au niveau du CHU de Tenganogo, ils sont en train de payer pour le mois d'avril et de mai. Donc hier, nous, ils ont travaillé jusqu'à tard dans la nuit et aujourd'hui, ils continuent pour donc, le paiement de ces agents. Également pour les régions, cela est en cours. Nous travaillons à ce que cela puisse être effectif et que les différents agents qui sont impliqués, qui se sont battus, qui se battent au quotidien, puissent être désintéressés par rapport donc, à ce qu'ils ont eu à faire. La courbe épidémiologique du Burkina donne des espoirs. Cependant, des efforts doivent être fournis pour maintenir ces acquis. C'est pourquoi le Comité national en charge de la gestion de l'épidémie veut miser sur la communication afin d'amener la population à continuer de respecter les gestes barrières. C'est la communication, c'est l'engagement communautaire. Parce que c'est ça qui va nous permettre aussi que la population adhère aux différentes mesures que nous avons prescrites. Notamment, pourquoi il y a certains toujours qui ne portent pas le masque. Pourquoi il y a un certain nombre de personnes qui ne respectent pas les mesures de distanciation sociale. Et ça, c'est à travers l'engagement communautaire que nous allons le faire. Et comme il faut vivre avec la Covid, nous allons l'intégrer dans la surveillance de routine. Nous allons préparer les services à ce qu'ils puissent effectivement prendre les cas qui vont venir et que lorsqu'un cas va aller donc dans une formation sanitaire donnée, qu'on ait le dispositif, les gens ne paniquent pas parce qu'ils ont été bien formés, parce qu'ils sont bien équipés en matériel et que vraiment, ils ont maîtrisé tout ce qui concerne donc la maladie. L'objectif du comité de gestion de la Covid-19 est le renforcement de la surveillance avec la prise en compte de la Covid-19 dans la routine. Il faut que la routine puisse prendre en compte les différents cas qui vont persister pendant un certain temps. Donc le système de santé est assez préparé. Les agents de santé actuellement sont en train d'être formés dans les différentes régions, de telle sorte à ce qu'ils soient renforcés en termes de capacité. Et à un certain moment, ils vont être amenés donc à le prendre dans la routine. Les vols spéciaux continuent d'arriver au Burkina Faso avec souvent des cas positifs. Le comité de gestion de la réponse à la pandémie de la Covid-19 réfléchit déjà à trouver des alternatives avant que ces vols ne s'intensifient. Premier invité de ce 7 Info, le docteur Birare Doudoulgou, il est médecin légiste, expert en réparation de dommages corporels. Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur Oubé. Merci de répondre à notre invitation. Merci de nous recevoir sur votre plateau. C'est vrai que l'actualité fait qu'on parle de votre domaine, la médecine légale. Justement, je me rappelle que récemment, dans le cadre de l'affaire de Tanwal Bougou, on parlait justement de médecins légistes, etc. Alors déjà, qu'est-ce que c'est? Ok. La médecine légale. Oui, permettez-moi d'abord de dire bonsoir aux téléspectateurs de la télévision BF1. Pour revenir à la question proprement dite, la médecine légale, c'est une spécialité de la médecine, tout comme les autres spécialités, qui met les connaissances scientifiques, notamment médicales, au service de la justice et qui divulgue les textes réglementaires
qui régissent le fonctionnement de la profession médicale. Et quels sont ces domaines justement d'intervention? Ces domaines d'intervention sont larges. La médecine légale, à l'inverse des autres spécialités qui étudient un organe donné ou une fonction donnée, la médecine légale est transversale et elle peut être subdivisée en deux parties. Vous avez d'abord la médecine légale clinique, c'est-à-dire la médecine légale qui s'intéresse au vivant, la personne vivante, et la médecine légale thanatologique. Maintenant, si on prend la médecine légale clinique, la médecine légale qui s'intéresse à la personne vivante, on peut avoir plusieurs subdivisions. D'abord, le médecin légiste peut être appelé pour la rédaction des certificats de coups et blessures. Quand on parle de coups et blessures, quand deux personnes se frappent et qu'il y ait des blessures, alors le médecin légiste est appelé à recevoir la victime, l'interroger, recueillir les antécédents, c'est-à-dire les pathologies existant avant les faits, et l'examiner, décrire les lésions et enfin déterminer l'incapacité totale de travail. Cette incapacité totale de travail est différente de l'incapacité temporaire de travail. Malheureusement, cette confusion est faite quotidiennement et ça porte préjudice aux personnes innocentes. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est les violences sexuelles. Donc, nous recevons également les violences sexuelles en consultation, les suspicions de violences sexuelles telles que les viols. Et l'objectif, c'est d'examiner et apporter des preuves afin que le magistrat puisse qualifier les faits. Nous n'avons pas une prérogative de dire que c'est un viol ou une agression sexuelle, mais nous apportons des preuves afin que le magistrat puisse qualifier les faits. Et le troisième domaine, c'est la médecine légale pénitentiaire. Quand une personne est privée de liberté, alors le médecin légiste est appelé à l'examiner pour voir si son état est compatible avec les maintiens dans les locaux de la police ou de la gendarmerie. Et enfin, l'expertise médicale, notamment quand on subit des victimes, c'est-à-dire des traumatismes, et à la fin, il y a des séquelles, alors il faut que le médecin légiste puisse évaluer les séquelles afin que la personne puisse être indemnisée. C'est sur la base du rapport du médecin légiste que la justice ou l'assurance peut effectivement indemniser la personne. Et maintenant, la médecine légale des morts, des cadavres, qui est plus connue, et faisant du médecin légiste le médecin des morts, elle est divisée aussi en deux parties. Donc, vous avez la médecine, l'examen externe du cadavre, c'est-à-dire quand il y a un décès, quand il y a victime, on va aller examiner. L'examen peut se faire sur les lieux du décès, c'est ce que nous appelons dans notre langage la levée de corps médico-légal. Ça peut se faire aussi au niveau de la salle d'autopsie. Et le but de cet examen, c'est de rechercher la cause et surtout de voir s'il y a l'implication d'une tierce personne pour aider les magistrats à dire le droit. Et le dernier volet, c'est l'examen interne qui est plus connu, que nous appelons l'autopsie. Voilà en gros le domaine d'intervention de la médecine légale. L'autopsie, parlons-en. Donc, on l'a vu, comme je l'ai dit, l'actualité, c'est bien cette affaire de Tango Al-Bougou, où effectivement, on n'a pas pu effectuer l'autopsie. On a vu le procureur qui a donné un certain nombre de raisons. Il n'y a que ce n'est pas encore exclu pour la suite de l'enquête. C'est important. C'est quoi d'abord l'autopsie? Ok, l'autopsie, comme je le disais, c'est un examen interne. Ça consiste à ouvrir le cadavre pour aller chercher des lésions internes qui puissent expliquer le décès, la cause de la personne. Si on examine au niveau externe, on ne trouve rien, l'autopsie s'avère nécessaire. Alors, contrairement à ce que les gens pensent, on ne dépièce pas la personne, elle est méthodique, elle obéit à des règles. C'est comme ce que le chirurgien, la personne vivante, ouvre le ventre de la personne et on recherche s'il y a un éclatement de l'intestin, du foie ou une balle logée quelque part. Donc, il y a plusieurs types d'autopsie. Quand nous on finit l'autopsie, on restaure intégralement le cadavre avant de restituer à la famille, contrairement à ce que les gens pensent. Donc, il y a en gros deux types d'autopsie. L'autopsie scientifique, qui est demandée par le médecin traitant pour connaître la cause du décès qui n'a pas pu être établie avant le décès de la personne.
et elle est réalisée soit par un anatomopathologiste ou le légiste à défaut. Mais pour réaliser cette autopsie, il faut le consentement de la personne. Et à l'opposé, vous avez l'autopsie scientifique et l'autopsie judiciaire ou médico-légale. Donc, cette autopsie est demandée par un magistrat ou un officier de police judiciaire et elle est réalisée par un médecin légiste et le consentement de la famille est facultatif puisque la victime devient momentanément une pièce à conviction pour la justice. Pour les besoins de l'enquête. Pour les besoins de l'enquête, on n'a pas besoin. Pour le cas du Tangwalgou, on a entendu des voix se lever pour dire ce n'est pas un médecin légiste qui a fait les consultations, on a parlé plutôt d'un infirmier. Exactement. Est-ce normal? C'est ce que nous, on a constaté aussi sur les réseaux sociaux. Mais pour dire, je crois qu'à défaut, normalement, pour l'examen du corps, c'est un acte médical. Donc, ça doit être un médecin, mais à défaut, s'il n'y a pas de médecin, la loi autorise au Burkina que l'infirmier puisse effectivement faire ses actes. Voilà. Alors, en cas de besoin d'autopsie justement médico-légale, quelle est la procédure? Vous parlez tout à l'heure de la famille ou du juge pour les besoins de l'enquête. Quelle est la procédure en cas de besoin? En cas de besoin d'autopsie médico-légale, la procédure est simple. Il ne s'agit pas de mettre la pression sur le médecin légiste, non. Il faut déposer une plainte auprès soit des officiers de police judiciaire qui vont rendre compte au procureur du Faso, soit directement auprès du procureur du Faso ou devant un juge d'instruction. Et là, on va parler de plainte avec constitution de partie civile. Et une fois la plainte déposée, l'opportunité de réaliser l'autopsie reste à l'appréciation de l'autorité judiciaire. Donc, si le besoin est là, une réquisition ou une ordonnance sera adressée au médecin légiste avec une mission précise. Et une fois le médecin réquisitionné, il va faire son travail. Et il ne peut rendre compte qu'au magistrat, c'est-à-dire l'autorité requérante au nom du secret d'instruction. Donc, il ne s'agit pas de mettre la pression sur les médecins, non. Il faut suivre cette procédure décrite. Alors, l'initiative, comme vous l'avez dit, qui prend l'initiative? Soit la famille, soit le juge, c'est bien ça? L'initiative, c'est la famille qui dépose une plainte. Mais l'opportunité de faire l'autopsie, c'est le magistrat. C'est le magistrat. Puisque une fois qu'on dépose une plainte, il y a alors l'ouverture d'une enquête judiciaire qui est là. Et donc, pour des besoins de l'enquête, si le magistrat estime que c'est nécessaire, il va demander une autopsie. Mais si on fait un examen externe et qu'on n'a pas les causes ni les circonstances, l'autopsie s'avère nécessaire pour effectivement déterminer la cause ou l'implication d'une tierce personne. Donc, l'initiative vient du magistrat. Parce qu'il y a également, par exemple, le cas, on a marqué le premier anniversaire la semaine dernière, justement, de l'assassinat des deux membres de l'ODJ, l'Organisation démocratique de la jeunesse. Ces corps sont là et attendent toujours une autopsie. Jusqu'à présent, l'ODJ demande cette autopsie, mais qui a du mal à venir. Pour des raisons de secret d'instruction, je me réserve le droit de dire un mot sur ça. D'accord, d'accord. Siaka Koulibaly, c'est vrai que ça reste un sérieux problème, même la question de l'autopsie. On l'a vu même pour l'insurrection populaire, où le push également, où des corps ont été enterrés sans justement autopsie pour qu'on sache effectivement qui a tué qui. Et le débat aujourd'hui se pose sur la question justement des procédures judiciaires qui peuvent suivre après pour les condamnations, parce que ça aurait pu permettre de mieux éclairer. Tout à fait. Toutes ces questions nous amènent à considérer que dans le cas du Burkina Faso, il nous faut maintenant avancer vers une modification de la loi afin d'instaurer la procédure de l'autopsie indépendante, comme cela existe dans d'autres pays. Vous avez vu qu'aux États-Unis, avec le cas George Floyd, la famille a commandité une autopsie indépendante qui a attesté... C'est le cas également pour Fofana, voilà, Fofana Adama Traoré en France. Traoré, pardon. Donc c'est ce que nous n'avons pas ici pour le moment et qui gagnerait à être ajouté aux possibilités qui existent, qui font qu'aujourd'hui, il n'y a que le magistrat instructeur ou le procureur qui peut commanditer une autopsie auprès du médecin légiste, qui sont là, qui peuvent faire le travail. Mais tant qu'on ne leur a pas demandé,
Et c'est ce qu'on voit avec le cas des deux décès du Yaga de l'ODJ. Ils sont bien là dans la morgue, mais l'autopsie n'a pas été commanditée par le juge qui instruit l'affaire. Du coup, on ne sait pas comment cette affaire-ci va se terminer. Et on a vu également, comme vous l'avez dit en début, que plusieurs situations judiciaires auraient pu être dénouées clairement si on avait tout simplement commandité une autopsie. Par exemple, le cas du putsch. Vous avez vu qu'au procès, beaucoup de ceux qui ont été accusés ont déclaré ne pas avoir tiré sur qui que ce soit. Donc, sans autopsie, il est difficile donc de trancher la question parce que on ne sait pas quelle balle exactement a tué les personnes qui ont été décédées. Est-ce que ce sont des balles de l'État dont les militaires en exercice avaient la détention ou est-ce que ce sont des balles privées? Donc cette question n'a jamais pu être résolue, mais on a quand même condamné des gens sans avoir procédé à cet examen scientifique-là. Alors, docteur, combien de médecins légistes l'administration burkinabé compte actuellement? Actuellement, l'administration burkinabé compte un seul médecin légiste. Pour toute l'administration publique? Oui, qui exerce depuis plus de 20 ans. Je dis bien un seul médecin légiste pour une population estimée à environ 20 millions. Et ce médecin légiste a la charge de faire la médecine légale clinique et thanatologique. Et en plus de ça, il est chargé de dispenser la discipline dans toutes les universités du Burkina et des écoles supérieures. Bon, du reste, il y a deux médecins légistes dont nous-mêmes, nous sommes rentrés depuis juillet 2018 et qui, au jour d'aujourd'hui, malheureusement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous ne sommes pas affectés. Mieux, nous ne sommes pas reclassés en tant que médecins légistes. Et depuis que nous sommes rentrés par patriotisme, nous participons au fonctionnement du service de médecine légale, d'autant plus qu'il est seul et que la demande est là, avec souvent des questions d'intérêt national que vous connaissez, avec tout le stress, et toutes les pressions et tous les risques que vous pouvez imaginer. Nous continuons effectivement à participer pleinement. Et pourtant, nous étions des fonctionnaires de l'État et nous avons pris part à un concours organisé par l'État. Nous avons bénéficié d'une bourse de l'État pour la formation qui a duré 4 ans et nous sommes rentrés et le problème de reclassement se pose. C'était où? La formation s'est passée à Dakar, au Sénégal. Voilà. Et depuis 2 ans, depuis juillet 2018, nous sommes rentrés, nous faisons le travail. De médecin légiste, mais vous n'êtes pas reclassé? Oui, nous faisons le travail de médecin légiste. Et généralement, quand il y a des situations de crise, ces mêmes autorités nous font appel. Parce qu'ils savent qu'il faut faire les autopsies. Nous les faisons, mais malheureusement, jusqu'à présent, on n'est pas reclassé. On a ce problème, on n'est même pas affecté depuis plus de 2 ans, on n'est pas reclassé et nous ne sommes pas les seuls. Et comme vous le savez, il fut un moment où vous vous rappelez de l'autopsie du juge Nébier, où on avait fait appel à des compétences extérieures, notamment françaises, et ça choquait l'opinion nationale. Et des instructions au niveau de l'État avaient été données pour qu'on forme des médecins légistes. Et c'est dans ce sens que les concours ont été lancés. Nous avons pris part, nous avons été déclarés admis, nous avons subi la formation pendant 4 ans. On est rentré, ça fait bientôt 2 ans, et le problème de reclassement est là. Et pourtant, on crie tous les jours qu'il faut de la spécialisation. Exactement. Et mieux, il faut dire que l'année passée, je vous disais tantôt que le seul médecin légiste est chargé de donner les cours dans les différentes universités de Burkina. L'année passée, il y avait 2 postes en médecine légale. Nous avons postulé, mais sous prétexte qu'on n'est pas reclassé en tant que médecin spécialiste, nos dossiers ont été rejetés. Et ces 2 postes sont restés vacants jusqu'à présent. Donc, et nous ne sommes pas les seuls. Nous avons au total une dizaine de médecins spécialistes dans d'autres domaines qui ont bénéficié des bourses de l'État et qui ont fini leur formation et qui aujourd'hui ils ont ce problème de reclassement. Donc c'est une situation regrettable que nous vivons, mais nous continuons effectivement
à faire le travail comme il se doit, tout en pensant que les autorités, effectivement, vont régler ce problème le plus vite possible. On l'espère en tout cas, très vite. Alors, combien finalement, pour ce qui est, vous n'êtes pas nombreux, vous l'avez dit, mais c'est aussi peut-être que c'est lié à un problème de plateau technique. Est-ce qu'on a un plateau technique adéquat pour l'exercice justement de cette spécificité? En ce qui concerne le plateau technique, bon, je tiens à rappeler qu'il n'y a qu'un seul service de médecine légale au Burkina, situé actuellement au centre hospitalier universitaire de Bogodougou, où exerce le seul médecin normalement qui est là, officiellement qui est là. Et au niveau de ce service, comme je vous le disais précédemment, la médecine légale clinique est exercée à ce niveau, c'est-à-dire on reçoit les victimes de coups et blessures, de violences sexuelles, ainsi de suite, dans ce service. En ce qui concerne l'autopsie, là, elle est réalisée au niveau de la salle d'autopsie de la morgue du centre hospitalier universitaire de Bogodougou, où on n'a qu'une seule table d'autopsie. Une seule table d'autopsie. C'est vrai que la table est moderne, ça il faut le dire, mais on n'a qu'une seule table d'autopsie. Et naturellement, en cas de situation de masse, les catastrophes de masse, on peine à finir le travail. Ouais. Il y a déjà cette sollicitation quand même en matière de médecine légale. Justement, la médecine légale, je pense aujourd'hui que nous pouvons aller vers l'Institut de médecine légale à l'instar d'autres pays de la sous-région, comme la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui a un institut de médecine légale très développé, avec une ressource humaine très qualifiée en nombre et en tout cas en qualité. Donc nous pouvons effectivement... C'est très important pour faciliter aussi le travail de la justice. Exactement. La médecine légale contribue énormément en tout cas, ce que le magistrat puisse dire le droit. Si, par exemple, je parlais du certificat de coups et blessures, je donne un exemple. Le magistrat, s'il y a des coups et blessures, ils envoient la victime. La victime, dès lors qu'on détermine l'incapacité totale de travail, c'est à base de ça que le magistrat va qualifier l'infraction et automatiquement, la juridiction est déduite pour juger l'auteur des faits. Donc, vous voyez là l'importance de la médecine légale. Alors, importance aussi dans le cadre de cette lutte contre la Covid-19, par exemple. Quelle peut être votre contribution? Oui, comme je le disais bientôt, la médecine légale a un rôle social. Et dans la lutte contre la maladie à Covid-19, la médecine légale peut apporter d'énormes contributions. D'abord, le médecin légiste étant normalement détenteur du savoir en rapport avec les textes de la profession médicale, peut jouer un rôle de conseiller, donc facilitant la relation soignant-soigné et la relation soignant-ayant droit. Ça peut éviter beaucoup de choses, notamment dans la gestion de l'information médicale, le secret médical et également la transmission du dossier médical. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, le médecin légiste peut élaborer effectivement un protocole de gestion des dépouilles mortelles. Ça se passe ailleurs, un peu partout, où dans la lutte contre la maladie à Covid-19, les médecins légistes ont été associés et ils ont élaboré un protocole de gestion des dépouilles mortelles. C'est toute chose pouvant permettre d'éviter les infections des agents travaillant dans les morgues et partant de là, l'infection d'une manière générale au sein des populations. Et en dernière position, la médecine légale, à travers des études autopsiques, c'est-à-dire après le décès, on fait des études pour mieux comprendre les phénomènes ayant abouti au décès. Et là, ça va permettre ultérieurement de mieux prendre en charge les malades. Et la spécificité, vous voyez, au niveau de l'Afrique, le sujet noir reste toujours une spécificité. C'était une occasion pour nous, en tant que médecins légistes d'Afrique, d'apporter effectivement des études en la matière. Et vous n'avez pas été associé dans le cadre de cette riposte? Pas vraiment. D'accord, ok. Merci docteur Béraré Doudoulgou. Je rappelle que vous êtes médecin légiste et expert en réparation de dommages corporels. Merci pour tous ces éclaircissements. C'est moi qui vous remercie. Vous restez avec nous pour la suite de cette info. Des femmes déplacées internes obligées de se prostituer. Plus grave, certaines sont violées sur des sites d'accueil. C'est une étude de l'ONG Oxfam qui le révèle.
Survivantes et héroïnes, les femmes dans la crise au Burkina Faso, c'est le titre de ce rapport. Sur les plus de 800 000 déplacés internes enregistrés au Burkina Faso à la date d'avril 2020, le CONASUR, le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation, dénombrait 54% de femmes. Si les besoins de ces déplacés sont énormes, ils sont encore plus accrus chez les femmes considérées comme personnes plus vulnérables. Oxfam, qui s'est intéressé aux conditions de ces femmes dans les communes de Barsalgo, Dori, Kaya, Piscila, Waiguia et Guibo, les qualifie de difficiles. Ces données ont été consignées dans un rapport intitulé « La femme dans la crise au Burkina Faso, survivante et héroïne ». Il y a un ensemble d'efforts qui sont déjà en cours par le gouvernement et par les acteurs humanitaires, mais elles estiment qu'on peut davantage faire et surtout la sécurisation parce qu'elles sont quand même victimes, surtout c'est ça qui est important, de violences. Donc violences déjà en quittant leur lieu d'habitation, durant l'exode, également dans les zones d'accueil où elles subissent en tout cas les violences et elles s'adonnent à des pratiques que nous qualifions de néfastes en termes de prostitution, en termes et aussi victimes de viols qui sont des actes qui sont quand même répréhensibles. Alors, nous avons constaté que même si elles sont reconnues comme des acteurs clés au niveau de la société, elles peuvent davantage jouer un rôle dans la consolidation de la paix si elles sont vraiment impliquées dans les organisations. Les conclusions du rapport d'étude sur les conditions de vie des femmes déplacées internes sont très attendues par le ministère en charge de l'action humanitaire. Comment orienter en effet les aides si les besoins ne sont pas identifiés? Par ailleurs, il convient de noter que l'étude Oxfam met aussi en relief la faible participation des femmes dans les mécanismes de résolution des conflits à l'échelle communautaire et dans les instances de prise de décision à tous les niveaux. Les conclusions de l'étude nous permettront donc de prendre en compte les préoccupations et le point de vue des femmes sur les situations actuelles de conflits en cours dans notre contexte, sans oublier d'examiner la spécificité propre de la femme en matière de consolidation de la paix. Le titre du rapport d'étude d'Oxfam n'a rien de superflu si on tient compte des épreuves subies par les femmes qui ont tout abandonné et celles qui ont parfois tout perdu. Survivre dans de telles conditions vaut bien le coup d'être traité d'héroïne. Avec nous sur ce plateau pour en parler, Belko Ousmane Diallo, il est responsable communication et médias de l'ONG Oxfam. Bonsoir. Bonsoir Aubin. Merci de répondre à notre invitation. Merci également. Alors vous avez produit ce rapport assez poignant quand même, dans tout ce qui se dit, c'est assez grave ce qu'on entend là. Alors déjà l'idée de cette étude, de ce rapport, c'est venu comment? Des alertes peut-être? D'accord. Alors il faut dire déjà que Oxfam est une organisation à vocation humanitaire. Donc, nous suivons ce qui se passe dans notre pays avec une grande attention. Donc, nous avons voulu, à travers cette étude, d'abord comprendre quel est l'impact de cette crise sur les femmes et ensuite comprendre quel est le rôle qui est dévolu à la femme dans nos sociétés et surtout de pouvoir, au bout du rouleau, tirer des conclusions qui pourront être utiles non seulement pour nous-mêmes déjà, parce que nous sommes des acteurs humanitaires, mais également des conclusions, des recommandations qui pourront être utiles pour tous les acteurs humanitaires, pour le gouvernement et pour les bailleurs de fonds. C'est vrai qu'on peut dire que dans cette crise sécuritaire, les femmes sont les premières victimes. Alors, vous êtes à la rencontre de ces femmes. Sur combien de sites et combien à peu près de femmes avez-vous touché? Alors, il faut dire déjà que l'étude a essayé de couvrir 4 régions, donc la région du centre-nord, la région du Nord, la région du Sahel, disons 3 régions, pardon, et on a essayé de couvrir un peu les sites de Barsalgo, Kaya, Piscila, Dori, Djibo. Donc voilà un peu les localités que nous avons pu couvrir. Alors il faut dire déjà que c'est une étude pas quantitative, mais plutôt qualitative. Donc on a fait des focus groups, ça nous a permis d'avoir des groupes de décision. Donc on a pu échanger dans les groupes de décision avec environ plus de 200 femmes. Et tout ça, ça nous a permis de tirer des conclusions par rapport aux besoins auxquels ces femmes sont confrontées sur les sites et surtout d'essayer de les prioriser et pour enfin pouvoir tirer des recommandations. Alors, et comme vous le dites, le titre de ce rapport,
des survivantes et aussi des héroïnes. Ouais. D'abord survivantes parce que quand vous écoutez ces femmes, c'est des histoires, comme vous le dites, assez poignantes. Quand une femme, par exemple, est obligée, par exemple, de parcourir toute une nuit des dizaines de kilomètres pour pouvoir sauver sa vie d'abord, sauver la vie de ses enfants. Déjà, cette femme, c'est une survivante. Elle a vu, certaines ont vu leurs proches mourir sous leurs yeux. C'est déjà des survivantes. Ensuite, des héroïnes, parce que simplement, malgré l'horreur, malgré ce qu'elles ont vécu comme horreur, malgré toute cette situation, c'est des femmes qui continuent de se battre. C'est des femmes qui restent debout. Et en ce sens, pour nous, c'est des héroïnes. Qui restent donc debout, qui veulent garder leur dignité, mais malheureusement, au sein aussi des sites d'accueil, elles sont confrontées à d'autres formes de violence. Exact. Elles sont confrontées à des violences. D'abord du point de vue sécuritaire. Vous savez déjà que c'est justement cette situation sécuritaire qui les a amenées sur les sites. Sur les sites aussi, les conditions ne sont pas tout à fait réunies pour permettre à ces femmes d'être véritablement dans des situations très très sécurisées. Et voilà, et quand vous prenez les sites, d'abord, ce n'est pas toutes les femmes qui sont sur des sites officiels. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans des populations hautes. Il y en a qui ont loué des maisons. Donc tout ça, ça fait que le cadre de vie déjà, c'est pas assez sécurisant pour ces femmes. Donc aussi, c'est des zones aussi assez difficiles. Et quand par exemple une femme, parce que c'est ressorti dans l'étude qu'elles ont des besoins qui ne sont pas couverts. Par exemple, les questions en lien avec l'accès à l'eau. Si, par exemple, une femme doit sortir à des heures indues ou pour chercher de l'eau, ou bien aller très loin pour chercher de l'eau, ou bien aller très loin pour chercher de quoi peut-être faire la cuisine. Parce que les sites d'accueil ne mettent pas à disposition tous ces besoins sociaux de base. Il y a des sites, disons, officiels où, par exemple, si vous prenez le site de Barsalgo, où il y a des adductions en eau qui permettent aux femmes de s'approvisionner en eau. Mais quand vous prenez une ville comme Kaya, où par exemple, il n'y a pas de site officiel en tant que tel, les gens sont dans des familles hautes, il y en a qui sont dans des tentes, mais il y avait déjà ce problème d'eau qui s'est posé dans ces villes. Donc, un peu partout, c'est comme ça, si bien qu'aujourd'hui, en termes de couverture d'eau, ce n'est pas du tout évident pour ces femmes, vu aussi la forte pression démographique qui est venue s'ajouter. Donc, les infrastructures en termes d'accès à l'eau n'ont pas suffisamment évolué pour tenir compte de cette nouvelle population qui est arrivée. Donc, si bien que ça reste vraiment des difficultés énormes, surtout pour les femmes. Des femmes exposées. Et dans le rapport, vous parlez de cas de viol. C'est ressorti malheureusement, c'est des choses qui sont condamnables. C'est ressorti qu'il y a eu des cas de viol qui ont été documentés. Je pense que toutes les situations de crise, très souvent, c'est des situations qui arrivent si véritablement... Sur les sites d'accueil, vous voulez dire Non, le rapport ne dit pas que c'est sur les sites d'accueil, mais le rapport dit que ces femmes, il y a eu des cas de viol qui ont été documentés. C'est ce que le rapport fait ressortir, mais pas explicitement sur... On ne sait pas si c'est sur les sites d'accueil ou bien c'est bien avant. Exact, c'est ça. Il n'y a pas de précision par rapport à ça, mais ça reste déjà une préoccupation pour nous parce que déjà, quelqu'un qui a dû fuir son domicile, c'est des personnes qui sont vulnérables, donc je pense qu'il faut veiller à ce que ces personnes puissent être protégées, défendues. Donc ça pose justement la question de la sécurisation de ces personnes déplacées. Oui, ça pose justement la question de la sécurisation de ces personnes déplacées, mais de façon globale aussi, hein, quand tu vois un peu dans une situation de conflit, les questions en lien avec l'exploitation sexuelle, tout ça, ce sont des situations malheureuses qui arrivent et il va falloir peut-être mettre les bouchées doubles pour mieux protéger justement ces femmes-là. Et la question aussi de la prostitution qui est ressortie. Alors la prostitution, elle est ressortie malheureusement comme étant une stratégie négative d'adaptation des femmes. Donc la situation, elle est là, elle est difficile, elles essaient de tenir la route. Donc d'autres développent des stratégies. Donc la prostitution, c'est vraiment une stratégie négative. Mais il reste aussi qu'il y a des stratégies positives aussi, heureusement, qui sont développées par ces femmes-là. Donc une question de résilience. Alors, ça en appelle, cette étude aussi, à la responsabilité de l'État justement dans la protection de ces groupes vulnérables. Bien entendu, c'est pour ça la recommandation, il y a une recommandation fondamentale donc, qui va à l'endroit de l'État, c'est de dire à l'État de
faire en sorte qu'il y ait des programmes, en tout cas une réponse qui tienne compte des besoins de ces femmes. Donc quand on dit besoins, c'est naturellement toutes ces questions qui renvoient à la protection, toutes ces questions qui renvoient à l'accès à l'eau, toutes ces questions qui renvoient aux questions alimentaires et nutritionnelles, toutes ces questions qui renvoient à la question des abris, parce que même du point de vue abri, aujourd'hui, une femme qui se retrouve peut-être confinée avec plusieurs autres personnes dans une tente ou dans une maison, vous conviendrez avec moi que du point de vue dignité, cette promiscuité, voilà, ça ne permet pas véritablement à cette femme de s'épanouir convenablement. Saka Koulibaly, un mot sur ce rapport justement, violence, viol, prostitution, c'est la preuve qu'on a encore du chemin et que la réalité, la responsabilité de l'État est encore là grande et qu'il faut redoubler d'efforts dans la prise en charge de ces déplacés internes. Oui, je commence par saluer donc l'esprit et la réalisation du rapport, parce que au-delà du fait que nous en parlons souvent sur les plateaux, il est important qu'il y ait de la documentation de ce type-là pour clarifier et préciser les éléments qui concernent donc ces populations qui sont déplacées. Ici, ce que cela peut peut-être révéler, c'est le besoin donc non seulement de prendre en charge les personnes qui sont dans le camp, mais également de définir les conditions qui les ont amenées à se retrouver dans le camp, d'où toute la grande question des violences liées au terrorisme, mais aussi liées au débordement dû aux forces de défense et de sécurité, qui se combinent pour créer les situations que nous sommes en train de voir dans les camps de déplacés. Et le rapport indique ici, par exemple, qu'essentiellement, ce sont des femmes, je ne sais pas la proportion, mais presque totalement, ce sont des femmes qui sont dans les camps. Où sont les hommes? Parce que ce sont des lieux d'habitation qui ont été touchés, qui ont fait que ces femmes se sont déplacées. Où sont donc les hommes? Donc c'est des grandes questions de ce genre-là qui peuvent être relayées aux autorités, notamment au ministère donc, de l'Action sociale en premier lieu, mais également au ministère de la Justice, au ministère de la Défense, de savoir où sont passées les populations. Si vous avez dans le camp 10 000 femmes et enfants, cela signifie qu'il y a au moins 8 000 ou 7 000 hommes qui étaient les conjoints donc, de ces femmes-là. Donc c'est des grandes questions qui se soulèvent à partir de ce type de documents, qui sont des documents indépendants et réalisés par des organisations habilitées, compétentes, qui ont les outils nécessaires pour le faire et qui vont faciliter le travail des autorités, mais aussi de tous les acteurs qui sont impliqués là-dedans. Je veux parler des autres ONG, y compris les ONG des droits humains au plan national et au plan international, pour essayer, dans un premier temps, d'aider ces femmes dans les situations précaires où elles se trouvent aujourd'hui, régler la question de la sécurité, de leur dignité d'abord, sur la question de viol, mais aussi les questions matérielles d'accès à l'eau, d'accès aux revenus, les petites activités génératrices de revenus. Comment est-ce qu'on peut venir en aide à ces femmes-là? Et aussi voir quelles sont les perspectives pour ces réfugiés-là. Jusqu'à quand est-ce qu'on tient à les garder là? Est-ce qu'on va les reloger sur les sites où elles se trouvaient déjà? Ou est-ce qu'on va les redéployer vers les centres urbains? Et cela ramène encore la question de leurs conjoints, où ils sont, etc., etc. Donc, c'est un problème quand même qui est assez profond, mais c'est bien que ce type de rapport soulève la question de sorte qu'on puisse en parler sur des bases rationnelles. Oui. Diallo, la question, c'est justement que ce rapport nous renvoie justement à la stratégie nationale, s'il en existe, de prise en charge de ces déplacés internes, notamment pour ces groupes vulnérables, les femmes. Je constate que effectivement, vous parlez de cette catégorie, ces femmes-là qui ne sont pas dans les camps, dans les sites d'accueil, mais qui sont à l'intérieur des populations et qui doivent se débrouiller. J'ai l'impression que cette catégorie-là n'est pas toujours prise en compte dans la prise en charge au niveau national. Non, je pense qu'en temps normal, la réponse humanitaire elle doit être inclusive, c'est-à-dire qu'elle doit prendre en compte aussi bien les personnes déplacées que la population haute. Et l'étude également ne tient pas compte que des femmes déplacées. Il y a aussi les besoins des populations hautes qui sont ressortis, qui sont mentionnés aussi dans le rapport.
C'était tout un ensemble, justement. Oui, c'est ça. Permettre à ces localités aussi d'avoir les moyens aussi de prendre en charge aussi ces populations. Exactement, c'est pour ça aussi que l'étude aussi a abordé un peu la question de la cohésion sociale. Parce qu'aujourd'hui, si vous amenez un groupe de personnes déplacées dans un village donné et que vous débloquez des moyens pour intervenir et mettre de côté ces populations, il va de soi qu'en termes de cohésion sociale, il y a un problème. C'est pourquoi que la réponse humanitaire de façon globale, elle doit être inclusive. Donc, elle doit prendre en compte aussi bien les personnes déplacées que la population haute. Donc, c'est ça aussi qui fait qu'en termes de ressources qu'il faut mobiliser, ça devient énorme parce qu'il n'y a pas que les 840 000 personnes déplacées internes, il y a aussi toute cette population qui vivait déjà dans une situation, il faut le dire, assez précaire aussi, bien avant que la crise ne se déclenche. On imagine qu'au-delà des besoins matériels, c'est aussi également une question d'appui conseil, de prise en charge aussi psychologique de toutes ces femmes aussi qui vivent ces réalités. Donc. Oui, c'est ça, parce que déjà, l'étude relève que c'est des femmes qui sont traumatisées. C'est des femmes, donc elles vivent un traumatisme lié au fait qu'elles ont vu leurs proches mourir. Mais le traumatisme ne s'arrête pas là. Le fait aussi de se retrouver dans une zone que tu ne connais pas forcément, tu es déjà dépaysé en termes d'environnement. C'est vraiment... elles sont totalement dépaysées par rapport à cet environnement. Même le cas de vie, tout change. Même, voilà, toutes ces situations demandent véritablement une bonne prise en charge psychologique. Merci Belko Ousmane Diallo. Vous êtes responsable à la communication et médias de l'ONG Oxfam. Merci d'être passé. Merci de nous avoir reçus. Merci. Vous restez avec nous pour la suite de cette info. C'est un constat. Le Burkina Faso connaît ces derniers temps un regain de violence terroriste à l'encontre particulièrement des civils. Alors, cette semaine, nous avons voulu comprendre pourquoi les civils sont de plus en plus visés. Alors que l'espoir commençait à renaître, car le Burkina Faso est en train de sortir doucement du cauchemar causé par la Covid-19, voilà que les vieux démons refont surface avec ses lourds bilans. Le terrorisme a encore frappé à nos portes, ou du moins a frappé lourdement, car les attaques n'ont véritablement pas cessé. Le décompte macabre de ce week-end est chiffré à une cinquantaine de morts en 48 heures. Le samedi 30 mai, 2 attaques ont été perpétrées. L'une au marché à bétail de Compiègne-Biga dans la région de l'Est, faisant au moins 25 civils tués. L'autre attaque a visé un convoi humanitaire de retour de Foubé dans le San-Matenga, après y avoir apporté des vivres aux déplacés internes. 5 gendarmes et 5 civils y ont laissé leur vie. Au moment où les Burkinabés pleuraient ces disparitions atroces, la veille, soit le vendredi 29 mai à Solé dans le Yatenga, 15 commerçants sont tués alors qu'ils revenaient de Titao. 48 heures cauchemardesques avec 50 victimes majoritairement des civils qui suscitent cette question. Pourquoi ce regain de violence à l'encontre des civils particulièrement? La zone des 3 frontières est liée un peu à la région de l'Est parce qu'il y a un couloir que les groupes terroristes ont créé depuis 2018 qui va depuis les pays côtiers, c'est-à-dire depuis Compiègne-Biga, Pama, jusqu'à la zone des 3 frontières. Et en passant par Matiakwali, Gayeri et Boulkessi jusqu'à la zone des 3 frontières. Et donc, étant donné qu'il y a une pression de Barkhane sur eux, il est normal qu'ils redescendent vers là où ils peuvent avoir des bases arrières, donc naturellement la région de l'Est. Ce regain de violence contre les civils pourrait également s'expliquer par le fait que des civils sont désormais armés, conformément à la loi relative au recrutement des volontaires de la patrie. Il y a certains groupes terroristes comme l'État islamique comme le Jénin plutôt, qui épargnent les civils qui ne sont pas des troupes combattantes. Mais du moment que les civils sont devenus des troupes combattantes, automatiquement, ces civils-là deviennent des cibles pour eux parce qu'ils détiennent des armes, donc automatiquement, ils sont pris pour cible. Mais dans ce contexte, à quoi devrait ressembler la riposte de l'État? Dans ce contexte, la riposte de l'État devrait ressembler d'abord à une présence physique et massive des forces de défense et de sécurité dans ces zones-là. Et aussi, et comme on l'a toujours dit, cette palliative de remplacer ou bien de renforcer les forces de défense et de sécurité par les volontaires pour la défense de la patrie expose plus les civils que ne les protège. Donc, je pense que l'État devrait prendre ses responsabilités, équiper de façon conséquente les forces de défense et de sécurité, ce qui va les permettre d'être plus efficaces. Sinon, c'est comme jeter en pâturage les civils en leur donnant des armes qu'ils ne maîtrisent d'ailleurs pas. En attendant, le gouvernement lui compose avec les volontaires de la défense.
Leurs actions auprès des forces de défense sont régulièrement saluées. En rappel, 47 terroristes ont été abattus et d'importantes quantités de matériel saisies le 21 mai dernier dans la région de la Boucle du Moun. D'autres régions n'ont pas été en reste à propos de l'avancée victorieuse des forces d'armée. Pour le mois de mai, ce sont près d'une centaine de terroristes qui ont été tués. Voilà. Chaka Koulibaly, c'est effectivement un constat qui est quand même triste. De plus en plus de civils tués par les groupes terroristes. Et ça inquiète, on s'interroge, et comme l'a dit l'expert en sécurité là, il pense qu'il y a un rapport avec cette approche dans la lutte sécuritaire, c'est volontaire pour la défense de la patrie, des civils armés qui doivent combattre aux côtés donc, des forces de défense et de sécurité. Et ça peut être une explication. Ça peut être une explication, mais je pense également que le passage de la lutte antiterroriste à la dimension communautaire qui a eu lieu dans le premier trimestre 2019, en particulier autour de, après Yirgou, la suite Arbinda. Donc ce passage à la dimension communautaire, à mon avis, a commandé donc, le changement de mode opératoire des terroristes qui, dans le passé, de 2016 à 2019, ne s'en prenaient qu'aux symboles de l'État, notamment aux forces de défense et de sécurité, parfois les fonctionnaires de l'enseignement, de la santé, mais ils se limitaient vraiment aux symboles de l'État, et même parfois ils s'exprimaient aux populations en disant bon, il ne s'agit pas de vous, nous ne nous en prenons pas aux populations civiles, etc. Mais à partir de 2019, on a vu que les cibles ont changé. Il y a eu des civils qui sont touchés comme les forces de défense et de sécurité, même des femmes. On a vu déjà cette attaque au niveau d'Arbinda où presque une trentaine de femmes avaient été touchées, également dans la Boucle du Moun. Donc c'était une nouvelle dimension qu'on vient d'atteindre dans cette lutte du terrorisme-là. Et cela complexifie le problème dans la mesure où, tant qu'il s'agissait d'une guerre, même quand on parlait d'une guerre asymétrique, c'est-à-dire entre les forces de défense et de sécurité légales et les groupes armés bandits qui agissent, au moins ça se limitait à des gens qui sont spécialistes des armes et qui sont préparés en quelque sorte à la question. Mais quand on passe à la question, à la dimension, disons, des civils, je pense que le danger devient un peu plus important, l'impact terroriste devient plus important, parce que là, on ne sait pas exactement qui et qui vont être touchés par ces attaques-là. Et on le constate depuis un certain temps. Et la plus grande conséquence, c'est peut-être un brouillage de l'identification. Parfois, on ne sait pas exactement qui a mené l'attaque. Est-ce que ce sont les militaires qui ont fait? Parfois, parce qu'il n'y a pas toujours les communiqués. Est-ce que ce sont les terroristes? Exactement. On ne sait pas qui et qui agissent pour ces attaques qui concernent les civils. Et c'est déplorable également que des gens qui ne sont pas engagés dans la lutte armée se retrouvent être des cibles donc, de ceux qui ont des raisons de se... Plus vulnérables et plus faciles à avoir, justement. Plus facile, parce qu'ils ne sont pas préparés et n'ont pas les moyens de résister. Et l'État a cru bon organiser ces volontaires-là, mais on s'est rendu compte qu'on a voulu que ce soit des troupes supplétives des forces de défense et de sécurité. Et on les a vus généralement avec les gendarmes en train de se battre. Mais ça revient quasiment au même. Parce que l'idée au départ, c'était d'armer les populations elles-mêmes sur le terrain. On s'est rendu compte que c'était peut-être une piste pas très joyeuse, puisque si vous laissez des villageois dans un endroit isolé avec quelques armes, vous les exposez aux terroristes qui, eux, sont plus armés, ont des armes parfois meilleures que celles des militaires. Et on a donc organisé en volontaires qui ne sont pas toujours localisés dans les villages, qui sont à côté des forces de défense et de sécurité, mais qui sont perçus comme étant une provocation supplémentaire par les terroristes et qui maintenant peuvent s'en prendre aux civils, avec donc l'explosion du nombre de victimes qu'on a pu constater dans le courant de l'année 2019 et 2020. Voilà, c'est une réflexion qui reste donc à approfondir sur cette nouvelle approche orientée vers donc, les civils dans les attaques terroristes.
Sur la scène politique nationale, il y a le CFOP, le chef de file de l'opposition politique, et il y a désormais l'ONA, l'opposition non affiliée. L'ONA qui se présente comme le troisième bloc politique aux côtés du CFOP et de l'APMP, l'Alliance des partis de la majorité présidentielle. L'opposition burkinabé non affiliée dit non à la tenue des élections en novembre prochain. Elle saisit l'occasion de sa première apparition médiatique ce mardi 2 juin à Ouagadougou pour le faire savoir. Votre pays est en train de disparaître et d'aller en lambeaux. Vous perdez des parties du territoire. Des populations, près de 2 millions sont là dans la souffrance et vous voulez nous parler d'élections. On est contre ça. On s'est organisé, c'est pour s'opposer à ça. Cette organisation propose la mise en place d'un régime de transition à la fin du présent mandat du chef de l'État. Si Roch ne veut pas ou il ne peut pas organiser les conditions d'intégrité du territoire, de sécurisation des populations, pour que les élections puissent se passer à tous les niveaux, on lui concède. Vous l'avez déjà élu, il va finir ça en décembre. Il ne sera plus président. C'est une phase de transition qui va s'ouvrir. Le peuple souverain reprend sa souveraineté. L'ONA rejettera tout arrangement non consensuel de prolongement automatique des mandats des élus en cours. Désormais, les concertations politiques au Burkina Faso devront prendre en compte l'ONA qui se présente comme le troisième bloc politique après la majorité présidentielle réunie au sein de l'APMP et le chef de file de l'opposition. L'ONA considérera comme non consensuelle au Burkina Faso toute décision résultant d'une convention bipolaire entre l'APMP et le CFOP. L'ONA prône le renouvellement de la classe politique au Burkina Faso. C'est dans ce renouveau que réside, selon elle, la solution à la crise sécuritaire liée au terrorisme. Car pour cette coalition, il faut de nouveaux acteurs politiques capables de prendre en main l'unité nationale en éteignant les stigmatisations. Saka Coulibaly, l'ONA, l'opposition non affiliée, bon pour la dynamisation de la scène politique nationale ou mauvais pour l'opposition politique burkinabé? Il faut dire déjà que ce n'est pas tellement une surprise de voir ces regroupements. Si vous suiviez Souman Touré donc, du PITJ depuis longtemps, il avait pris cette position intermédiaire, ni majorité, ni opposition CFOP. Déjà, il était dans cette posture-là. Donc, il a été rejoint par un certain nombre de partis. Ils sont 7 pour l'instant. Voilà, ils sont 7 qui ont été, je crois, refusés au CFOP ou à la PMP. C'est vrai qu'il y en a qui n'ont même pas fait de déclaration. Quelques-uns n'ont pas fait de déclaration, mais certains ont fait des déclarations. Par exemple, le Soleil d'avenir du professeur Soma, qui a plutôt fait une déclaration d'appartenance à l'opposition politique au niveau de l'administration territoriale, mais pas au niveau du CFOP. Tout à fait. Donc, c'est pour dire qu'il y avait un espace qui était en train d'être vacant, disons, qui n'était pas formalisé et qui vient de l'être avec l'ONA. Ceci dit, c'est vrai qu'on était habitué à avoir une scène bipolaire entre la majorité et l'opposition, telle que décrite par les lois. Maintenant, on sera obligé de tenir compte de cette opposition, qui est également une opposition non parlementaire, parce qu'aucun d'entre eux ne dispose de députés, je pense même peut-être pas de conseillers municipaux. Mais on est bien obligé, si on s'en tient à la Constitution, de considérer que c'est une formation qui est tout à fait conforme à la Constitution, puisqu'on dit que les partis politiques se créent librement et contribuent à l'animation de la vie politique par l'encadrement des populations, l'expression des idées, etc., etc. Donc, de ce point de vue, il n'y a pas de problème. C'est peut-être la façon de définir la charte des partis politiques et donc le texte qui réglemente le CFOP qui n'ont pas été très précis, permettant donc la naissance donc, de cet espace nouveau qui va être en intercalaire entre l'opposition reconnue et la majorité qui est celle qui dirige aujourd'hui. Parce que quand vous écoutez le professeur Soma, il dit sur presque 180 partis politiques, une quarantaine déclarés au niveau du CFOP, une quarantaine au niveau de la PMP peut-être. Donc il y a encore une centaine de partis qui ne se reconnaissent pas dans les deux entités et qui sont d'office de l'opposition non affiliée.
Et donc, il doit pouvoir compter désormais dans le débat politique. Mais est-ce que là, c'est peut-être bien une opposition plurielle, mais une opposition qui ne parle pas le même langage? Est-ce que c'est bon, par exemple, pour les futurs dialogues? Mais déjà, en termes de formalisation, je crois que l'ONA vient encore faciliter un peu plus les choses. Parce que si vous avez une quarantaine au niveau de la majorité, une autre quarantaine au niveau du CEFOP, et qu'il y a une centaine qui flottaient, qui n'ont pas d'affiliation, ces partis, dans certaines situations de crise, auraient pu devenir problématiques en exprimant des points de vue divergents, discordants, qui auraient brouillé donc le dialogue. L'ONA vient offrir un autre cadre qui peut peut-être aider à encore resserrer le débat, parce qu'on le voit par exemple sur une question précise, celle des élections à venir, il formule une position dans laquelle peuvent se retrouver les partis qui ne sont ni à la majorité, ni au CEFOP actuellement. Donc, à mon avis, la naissance de l'ONA facilite encore un peu plus l'expression donc, des idées politiques en proposant une voie. Peut-être que sur les options prises, les orientations adoptées, les autres partis qui ne sont pas encore affiliés peuvent ne pas s'y retrouver, mais dans la forme, on peut arriver à un jour où, pour des consultations, on aura besoin donc de faire appel à cette opposition qui n'est pas dans les deux grands camps. Donc, il va falloir trouver une formule pour les avoir. Et l'ONA donc, peut jouer ce rôle-là. On a vu des partis qui étaient au CEFOP et qui en sont ressortis pour se retrouver à l'ONA, comme le parti du docteur Aristide Ouedraogo, RPR. Est-ce que, quelque part aussi, ce n'est pas un problème de leadership finalement? Peut-être pas de leadership, mais je pense que, de toute façon, tous les cadres qui sont organisés posent ces problèmes-là. Lorsque vous êtes membre du cadre, vous êtes obligé de respecter les règles édictées dans le cadre, à savoir un débat démocratique où on tranche les questions soit par consensus, soit par vote à la majorité. Donc, les partis qui n'ont pas un poids électoral important, parce que le parti dont on parle, celui du docteur Aristide, il vient juste d'être créé, je crois, 1 an à peu près. Il y a aussi à l'époque 4 ou 5 partis qui étaient nés, qui n'ont pas encore un ancrage politique dans le pays, donc, mais qui ont besoin de s'exprimer pour pouvoir réaliser cet ancrage-là. Donc, s'ils sont dans les groupes, les grands groupes, il va être très difficile pour eux de faire prévaloir leur point de vue. Si on vote, les groupes qui sont déjà organisés ont des dynamiques politiques déjà en cours. Donc, c'est peut-être pour cette raison que ces partis qui étaient déjà allés à l'opposition, ils sont finalement revenus à l'ONA pour peut-être trouver un meilleur terrain d'expression où ils sont peut-être plus à l'aise et ils auront des points de vue qui vont passer. Et leur principal défi, donc, pour eux, pas question d'aller à des élections dans ce contexte sécuritaire où il y a des Burkinabés qui risquent de ne pas pouvoir voter à cause donc, du terrorisme. Oui. Ça, là, on en arrive à une situation quand on sait déjà que le CEFOP et la majorité présidentielle ont trouvé le consensus à ce niveau pour que les élections se tiennent à bonne date. Oui. Mais là, c'est une voie discordante qui risque de créer quelques difficultés. C'est une voie politique, il faut la prendre en considération. Mais je reviens aux arguments qui ont été développés par ces groupes-là, et qui parlent donc de la situation sécuritaire qui prévaut dans le pays où... le suffrage universel pourrait ne pas être exprimé. Oui, je viendrai à la question du suffrage universel. C'est établi qu'aujourd'hui, il est difficile de pouvoir réaliser des opérations politiques de la nature des élections sur l'ensemble du territoire. On attend juste que la CENI fasse le bilan de l'enrôlement pour dire à quels endroits ils ont pu, les agents ont pu réaliser l'enrôlement et où ils n'ont pas pu réaliser l'enrôlement, ce qui peut présager qu'en novembre également, on ne puisse pas organiser les élections à ce niveau-là, puisqu'il est difficile d'imaginer que d'ici novembre, d'un coup de baguette magique, les attaques terroristes s'arrêtent et que les populations rejoignent leur domicile d'habitude pour pouvoir prendre part au vote. Donc on peut penser que dès maintenant, avec le bilan de l'enrôlement, on saura exactement où se trouvent les zones où on peut voter et là où on ne peut pas le faire. Pour la question du suffrage universel, il faut rappeler que le suffrage universel est un principe. Il s'agit de ne pas exclure dans les textes une catégorie de la population. Donc,
tant qu'on ne modifie pas le code électoral pour dire on va faire le vote, mais pas ici, tant que cette disposition n'est pas formellement inscrite, il n'y a pas d'atteinte au suffrage universel, puisque dans le principe, tout le monde peut participer au vote. Et le suffrage universel, son esprit, c'est ça, permettre à toutes les catégories, un individu, une voix, de pouvoir participer au vote. Ceci dit, cela nous amène à une question pratique. Aujourd'hui, il y a des endroits où on ne pourra pas organiser l'élection. Il appartient donc, à mon sens, à la classe politique de faire le bilan sur la base du travail de la CENI et de s'entendre sur un listing des zones où on pourra procéder aux élections et des zones où on ne pourra pas procéder aux élections. Des zones rouges. Et avec en ce moment, peut-être des scénarios. Avec des scénarios que la CENI a déjà lancés, je crois. Je crois qu'ils ont déjà lancé 3 scénarios pour les personnes qui sont déplacées en dehors de leur lieu habituel d'inscription sur les listes électorales. Et à partir de ces scénarios, la classe politique décide de ce que nous faisons pour permettre à tout Burkinabé de prendre part au vote. Et ça nous ramène une question, et je crois que l'ONA peut-être gagnerait à s'en saisir, c'est que nous avons déjà une violation du suffrage universel, avec la question de la carte consulaire, qui a fait que certains n'ont pas pu s'inscrire sur le fichier électoral. Et ça, c'est un élément inscrit dans le code électoral qui a entraîné cette exclusion administrative. Même pour l'enrôlement de la diaspora, il y a des zones entières qui n'ont pas pu participer à cause de cette question de la carte consulaire. Donc, il y a eu une atteinte au suffrage universel à ce niveau-là. Est-ce que l'ONA va s'en saisir? Est-ce qu'on va attaquer le fichier électoral une fois qu'il sera finalisé sur la base de l'exclusion administrative due à la carte consulaire ou pas? C'est une grande question que peut-être les acteurs politiques gagneraient à s'y saisir pour trancher, pour enrichir leur position ou pas. Mais ce qui est important à mon sens aujourd'hui, c'est que la question de l'élection et de ses modalités soit discutée de façon consensuelle pour éviter que ça ne devienne le lieu d'un bras de fer politique ou électoral. Parce que là, on est en train justement d'aller vers ça, ce bras de fer. Oui. Et là, derrière aussi avec une possibilité de crise politique. Oui, une possibilité. Mais je crois que ce qui peut être espéré, c'est qu'on aura d'ici fin juin bouclé l'enrôlement, ce qui permettra à la CENI de présenter une carte électorale du Burkina Faso, là où on a pu faire l'enrôlement, là où on n'a pas pu le faire, et que la classe politique s'entende, par exemple, sur la liste des bureaux de vote. Où est-ce qu'on installe les bureaux de vote? À qui sont destinés ces bureaux de vote-là? Est-ce que les personnes déplacées, si vous prenez une province où il y a 4 communes, il y a une commune où il n'y a plus d'habitants, qu'on puisse permettre à ces habitants de venir dans les 3 autres communes pour voter éventuellement. Mais ça, c'est des modalités que les partis... Et leur droit de vote sera respecté. Leur droit de vote sera respecté. Et on aura respecté le suffrage universel en ce moment-là. Alors, il y a justement l'ONA, le clan du professeur Abdoulaye Soma, qui ne veut pas d'élection dans ce contexte sécuritaire où des Burkinabés pourraient ne pas voter. Et il y a le clan d'Ablassé Ouedraogo, qui ne veut pas non plus d'élection sans un dialogue national au préalable. Le Burkina Faso chemine vers un effondrement sociétal, alertent ces 3 partis membres fondateurs de la coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale CODER. Cette situation jugée préoccupante par le Faso autrement d'Ablassé Ouedraogo, l'INDD de Herman Yamouyego et le RSC de François Jérôme Kabori est palpable dans plusieurs secteurs de la vie nationale. Pour moi qui ai vu naître ce pays à l'indépendance, je ne l'ai jamais vu aussi mal portant à tous les points de vue, au plan économique, au plan politique, au plan sécuritaire, au plan sanitaire, à tous les points de vue, et peut-être plus gravement au plan moral. Ce pays se délite et il y a comme une évanescence de l'autorité de l'État. Cette situation impose un dialogue national avant les questions électorales selon les 3 partis. Dans une situation de crise, il appartient à l'ensemble des composantes de la communauté de venir se parler et de dire nous voulons ceci pour telle période. Et nous le lançons solennellement ici un appel au président Kaboré. Président Kaboré, enclenchez le processus de réconciliation nationale le plus tôt possible. Oubliez la mascarade de dialogue politique que vous
développer avec vos copains là, vos petits copains là, la PMP et le cadre de concertation du CEFOP là, c'est pas ça qui va résoudre les problèmes du Burkina Faso. Et puis on dit encore une fois, la souveraineté nationale là, ne peut pas être seulement calquée sur la souveraineté politique. Le pays là nous appartient tous. Et personne ne va fuir. Nous allons rester ici. Pour ce regroupement de partis, la PMP, l'alliance des partis de la majorité présidentielle, ne jouit d'aucun statut et ne saurait représenter une partie des entités engagées dans l'animation de la vie nationale à une concertation. Pour eux donc, il n'y a aucune crédibilité dans toutes les concertations qui se sont menées ou qui se mènent. C'est le président du Faso qui veut négocier avec l'opposition, le CEFOP. Et au lieu que ce soit le président du Faso, c'est la PMP. Mais la PMP est une structure informelle. Moi, je ne comprends pas comment une institution va aller discuter avec une organisation informelle. Parallélisme, c'est pour cela que nous disons, et je pense que Touré Souman l'a dit encore, nous le disons, Kaboré et Diabré sont des complices. C'est pour cela que j'ai dit, et je suis convaincu que ces deux-là, c'est le malheur du Burkina Faso. Roch, chef de l'État, Diabré, chef de l'opposition. C'est pour cela que les choses n'avancent pas. Malheureusement, l'histoire va nous rattraper tous, très vite. L'affaire de 12 morts de Tanwalbougou garde encore ses zones d'ombre. Pour les animateurs du point de presse du jour, la stigmatisation de la communauté Peul est bien réelle au Burkina Faso. Ils exigent donc une enquête indépendante pour élucider cette affaire qu'ils considèrent comme une menace pour la cohésion sociale. Chaka Koulibaly, là, voilà un autre bloc, entre guillemets aussi, qui pense qu'on ne peut pas aller aux élections sans réconciliation nationale au préalable. Oui, mais je vois que maintenant, la question du dialogue va devenir de plus en plus incontournable. Le chef de l'État, qui semble peut-être un peu nonchalant sur la question, va peut-être, à partir de ces différentes interpellations, s'activer à ce que cela puisse être fait. Je crois également savoir que des démarches ont déjà été entreprises par le ministère de l'administration territoriale en vue de convoquer un dialogue qui soit un peu plus large que le dialogue politique qui a eu lieu en juillet 2019. Et cela dit, comme on a entendu tout à l'heure Maître Herman Yaméo le dire, il y a plusieurs dimensions sur lesquelles il est nécessaire que les Burkinabés et la classe politique puissent acter des solutions afin qu'au moins on puisse avoir les élections de façon pacifique pour régler les grandes questions institutionnelles. Parce que contrairement à ce que beaucoup pensent, si jamais il n'y a pas d'élection, nous rentrons dans une période d'instabilité liée au vide juridique qui va être On a l'impression que certains hommes politiques souhaiteraient ça. Voilà, beaucoup parlent de transition. Oui. Bon, la base de la transition n'est pas constitutionnelle, elle n'est pas inscrite dans la Constitution. La dernière fois, on a juste eu un bricolage pour pouvoir faire face à la désignation des responsables du pays et pouvoir avancer. Est-ce que certains n'attendent pas cette occasion aussi pour espérer aussi se faire sur une la place, scène. Donc, revenir sur on la peut scène, penser qu'ils ont la légitimité de penser ainsi, mais je crains qu'une fois qu'on va sortir du cadre institutionnel formel, on risque de retomber dans la situation qu'on a vécue, peut-être votre génération n'a pas tellement connu, les années 80, où il y avait beaucoup de successions de coups d'État, où on se réveillait tous les jours avec la hantise que quelque chose se déroule, justement du côté des militaires. Et cette situation, quand on est rentré dans la 4e République, c'est vrai qu'il y avait des insuffisances liées au cadre juridique qu'il y avait, mais au moins on s'est rendu compte que c'est beaucoup plus facile de travailler dans un cadre où il y a, les institutions sont en place, que quand c'est laissé à la force de voir qui a le rapport de force et qui décide, etc., etc. Vous avez vu les turbulences quand vous réalisez l'histoire, CMRPN, CSP1, CSP2, et, CNR et Front Populaire, vous avez vu que c'était le rapport de force militaire qui prévalait pour le pouvoir politique. Et on a voulu sortir de ça en mettant en place donc, le cadre juridique, la Constitution et les lois. Je pense qu'il faut tout faire pour ne pas sortir de ce cadre-là. Veiller à ce qu'on trouve les solutions de faire donc les élections à bonne date,
afin que les institutions soient pourvues. Actuellement, on a des grandes institutions qui sont menacées, c'est la présidence du Faso et les députés au Parlement. Donc, si jamais on ne tient pas les élections, et que, comme le dit l'ONA, ils ne veulent pas d'un prolongement sur la base des accords entre le CFOP et la PMP, imaginez la situation dans laquelle on va se trouver. Donc, je crois que c'est le temps, ce mois de juin devient crucial pour que le Burkina Faso puisse, sur la base donc, des données scientifiques qu'on va collecter, réfléchir à comment on aborde donc, la grande question des élections et ensuite voir comment est-ce qu'on pourvoit à ces institutions-là de sorte qu'on puisse conduire, le peuple puisse désigner les acteurs qu'il pense être capables de solutionner les maux que nous avons à l'heure actuelle. Et cela restera dans le cadre légal qui profite à tous. En tout cas, du côté de l'APMP et du CFOP, visiblement, on semble clairement décidé à faire en sorte que les élections se tiennent à bonne date. C'est peut-être la solution pour éviter un peu justement ces incertitudes. Oui, mais le gouvernement a déjà acté également en adoptant le décret qui fixe les élections. Donc, on a plus d'arguments en faveur des élections qu'en défaveur des élections. Parce que si aujourd'hui, l'idée de ne pas tenir les élections parce que la situation sécuritaire est délétère, il va falloir commencer à imaginer les solutions d'un point de vue juridique. Comment on pallie à ces manques? Parce que la Constitution a déjà verrouillé la question du président. Il est élu au suffrage universel et son mandat est insusceptible de modification. Mais quand vous écoutez justement l'ONA, c'est qu'elle se positionne, cette opposition-là, dans le scénario de 2015, c'est-à-dire on fera peut-être encore appel à des personnalités burkinabées pour la présidence, et puis bon, on s'entendra entre organisations de la société civile, partis politiques, FDS, pour créer un autre CNT. Je pense que si on consulte la majorité des Burkinabés, sur la base de l'expérience de 2015 et du chaos que cela a constitué, et des conséquences que la gestion de la transition, de la manière dont cela a été, ce sont ces conséquences-là que nous vivons jusqu'à aujourd'hui. Je pense que beaucoup ne vont pas accepter qu'on aille dans le même scénario d'arrangement entre amis, je peux le dire comme ça, où des gens peut-être pas très au fait des affaires de l'État arrivent à des responsabilités importantes et prennent des décisions qui, au final, impactent sur l'ensemble du pays. Et on a aujourd'hui les conséquences de 2015 qui jouent aujourd'hui des conséquences importantes sur le reste du pays. Sans oublier que 2015, il n'y avait pas la crise sécuritaire telle que nous la vivons aujourd'hui. C'était déjà... Est-ce qu'une transition dans ce contexte, ça va être beaucoup plus compliqué. Parce que si un pouvoir légal n'arrive pas à prendre les décisions pour lutter contre l'insécurité, qu'en serait-il d'un pouvoir qui n'a pas toute la légalité requise? Et forcément, la légitimité va poser un problème parce que ce sera des arrangements entre personnes. 2015, on vous l'a dit, il y avait une base légale problématique. Le président de la transition, par exemple, ne correspondait pas au profil que la Constitution désignait. Parce que la Constitution dit pour être président du Faso, il faut être élu au suffrage universel. Or, le président de la transition avait été désigné par recrutement. C'est les dossiers qui ont été déposés et un collège avait regardé dans les dossiers et puis choisi un qui avait fait l'objet d'entretien, etc. Donc, est-ce que c'est la meilleure formule pour nous? Si on regarde les conséquences de 2015, c'est déjà assez facile de voir qu'est-ce qu'il faut faire. Mais c'est très bien que nous en discutions. Ça permet aux populations aujourd'hui de commencer à réfléchir à la question et d'avoir des grandes orientations qui peuvent aussi amener la classe politique à décider dans quel sens on doit aller maintenant. Élection donc en novembre 2020 ou transition après décembre 2020. Voici donc les deux scénarios. Voilà. Il appartient donc à l'opinion de s'en saisir, d'en débattre, pour qu'ensemble la classe politique puisse se retrouver pour justement décider. L'affaire George Floyd qui continue donc d'agiter les rues américaines, la lutte contre les violences policières orientées sur les Afro-Américains gagne du terrain. Cette semaine, nous sommes allés à la rencontre justement d'un Afro-Américain, un rappeur qui a choisi de revenir en Afrique, la terre-mère. Il a décidé de s'installer donc depuis fin janvier à Ouagadougou, dans la capitale burkinabé. Le racisme, il en sait quelque chose. Installé au Burkina Faso avec sa famille depuis fin janvier,
Joseph Thompson, alias JT Vibiga Figa, rappeur afro-américain, suit de près l'affaire George Floyd. La colère sur les circonstances de sa mort a enflammé toute l'Amérique et même l'Europe. Le racisme est dénoncé partout dans le monde à travers des manifestations. Et JT Vibiga Figa pense qu'il n'aurait pas été lui aussi à l'écart de ces manifestations s'il était toujours aux États-Unis. La stigmatisation des Noirs dans ce pays, symbole de la liberté, il en sait quelque chose. The situation with our brother George Floyd, la mort de George Floyd était préméditée. C'est sciemment fait. Ce qu'on oublie de dire, c'est que le policier et lui se connaissaient. Et ça a toujours été comme ça aux États-Unis. Depuis 400 ans, nous sommes victimes de ce racisme. Certains policiers nous traitent comme des animaux. C'est comme s'ils en avaient le droit. Les violences policières sur les Noirs aux États-Unis. Joseph Thompson en garde même un amer souvenir. The racism is something that I've always experienced when you encounter. Des cas de traitement raciste, on en vit quotidiennement. Je me souviens qu'une fois, j'ai eu affaire à des policiers. Quand ils m'ont arrêté, ils m'ont tapé à la nuque parce qu'ils me trouvaient trop bavard. Et c'était pour me faire taire comme ça. C'est désagréable à vivre. Désormais loin des traitements racistes, Joseph Thompson et sa famille disent profiter de la chaleur humaine au Burkina Faso. Leur processus d'intégration se passerait bien. Je voulais venir vivre en Afrique, donc ça facilite mon intégration. Je me sens très bien entourée et la vie me plaît ici. C'est un peu difficile avec la langue, mais j'apprends petit à petit le français. Je vais même apprendre le maori. Au début, les États-Unis me manquaient, mais petit à petit, je me suis persuadée que je suis au meilleur endroit et je veux y rester. Surtout avec ce qui se passe là-bas, rester ici, c'est mieux. JT Vibiga Figa invite les Afro-Américains à faire le retour à la source comme lui pour profiter de l'hospitalité dont déborde l'Afrique. Ma famille et moi, nous sommes le témoignage que le retour à la source est la meilleure décision à prendre par les Afro-Américains. Je leur affirme que les Africains sont prêts à les accueillir et faire ce comeback. Ils seront mieux traités ici, en Afrique, comme ma famille et moi. À la jeunesse burkinabé, il préconise l'abnégation au travail dans tous les domaines afin de vaincre la pauvreté. Un album de 24 titres en collaboration avec des artistes burkinabés sera bientôt disponible dans les bacs à disques. Voilà, il faut saluer au passage le travail formidable abattu par la Fondation BO qui œuvre justement pour le retour des Noirs américains sur le sol africain. Siaka Coulibaly, c'est là un témoignage aussi justement de ces Afro-Américains qui ont envie de revenir en Afrique et de s'y installer. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident, mais quand on regarde effectivement tout ce qui se passe actuellement du côté des États-Unis avec ces violences policières dirigées contre les Afro-Américains, il y a peut-être de quoi justement saluer ce retour. Oui, je crois que le mouvement que ce jeune rappeur a initié est justifié par le statut que détiennent les Noirs, enfin les Américains d'origine africaine qui vivent là-bas depuis tous ces temps-là. Malgré la suppression de l'esclavage et de la discrimination, ils se sentent toujours agressés par notamment les forces de police, mais également discriminés dans l'accès aux postes de responsabilité, dans les fonctions, au niveau économique également. Donc les Noirs ont beaucoup de difficultés à ce niveau-là. Ça pose en même temps la question dans nos pays de comment nous pouvons peut-être organiser et accueillir ces frères d'autres espaces. Parce que comme vous le savez également, les pays africains sont tellement mal organisés du côté de la gestion des ressources
qu'on assiste également à un mouvement inverse de compétences diverses qui quittent aussi les pays africains pour aller vers d'autres cieux, pour pouvoir avoir la possibilité d'exercer donc ce qu'ils savent faire. Et quand on a écouté le médecin légiste tout à l'heure, ça donne une idée effectivement de la gestion de ces ressources humaines-là, qui peuvent être les obstacles au retour que les Américains d'origine africaine formulent pour venir dans les différents pays africains. Mais tout ça, je crois qu'il y a des cadres qui ont, dans le passé, il y a peut-être une décennie ou 2 décennies de cela, beaucoup de réflexions qui avaient été menées par des auteurs africains sur comment on peut organiser le retour des Afro-Américains sur leur terre d'origine. Mais je ne sais pas s'il y a eu des avancées. Des initiatives avaient été conçues, mais est-ce qu'elles ont pu être mises en place? Parce que lui, il a pris le courage individuellement de le faire, avec sa famille. Grâce à la fondation. Grâce à une fondation. Maintenant, comment est-ce que cela peut se faire à large échelle? Et c'est peut-être ça la grande question. Et forcément, la question en arrive aux États. Qu'est-ce que l'État peut faire aujourd'hui pour recevoir éventuellement une arrivée peut-être brusque et massive d'une centaine d'Afro-Américains qui voudraient venir au Burkina? Comment est-ce que l'État va accepter cela? Oui. Donc tout ça, ce sont des questions qui restent à réfléchir. Pour ce qui est de l'actualité justement de cette affaire, dans cette affaire George Floyd, on a vu que cette semaine, il y a une réqualification aussi des faits. Oui. On parle désormais d'homicide volontaire. Oui. À mon avis, je crois que c'est toujours insuffisant parce que le procureur est passé du meurtre au 3e degré à 2e degré. Or, moi, quand je regarde la vidéo, pour moi, c'est un assassinat. Donc, meurtre au 1er degré, c'est-à-dire avec intention de donner la mort. Bon, c'est pour ça que les manifestations n'ont pas encore cessé jusqu'à aujourd'hui. Et on voit que, en tout cas, ça touche pratiquement toute l'Amérique désormais. On a même vu que c'était chaud devant la Maison-Blanche. Oui. Et on voit que du côté de l'Europe aussi, oui, ça manifeste. Oui. Du côté du Canada. Exactement. Et même en Afrique, on a vu à Dakar, il y a eu une manifestation aussi. Est-ce que tout cela peut faire changer les choses, peut faire bouger les lignes? Ça peut faire bouger les choses. On sait que ces manifestations de masse, que le pouvoir le veuille ou pas, impactent sur la vie institutionnelle du pays. Et on a vu au Congrès des congressmen s'exprimer sur la question. Et c'est vrai que le Congrès américain a des modes de fonctionnement assez difficiles, mais l'émergence de cette question va forcément être prise en charge par les institutions, de sorte qu'on puisse apporter les modifications qui sont nécessaires. Moi, je pense qu'au vu de toutes les bavures qui ont été le fait des forces de police aux États-Unis, il serait indispensable aujourd'hui d'évoluer vers une situation où on interdise aux policiers d'utiliser leurs armes contre des gens qui ne sont pas armés. Une réforme karma. Voilà, il faut prendre cette décision-là dans le code pénal américain. Quand les policiers sont en face de quelqu'un qui n'a pas d'armes, qu'eux s'abstiennent d'utiliser leurs armes également. Parce que c'est de là que vient l'injustice. Ils voient toujours des gens quelqu'un sur son vélo en train de rouler paisiblement. On l'arrête brutalement et finalement il se retrouve avec une balle quelque part et il décède. Et je crois qu'il y a un déséquilibre ici dans l'usage de la force. C'est vrai que j'écoutais justement ce cas de la police américaine à la retraite qui a parlé aussi de la question des quotas. Des quotas, exactement. Qui fait que justement... Oui. Cette question des quotas était une question taboue jusqu'à présent, parce que certains anciens policiers l'avaient évoqué en disant qu'annuellement, on leur donnait un nombre de délinquants, entre griffes, mais un nombre de noirs également qu'ils devaient arrêter ou abattre, des choses comme ça. Donc ces bruits-là couraient déjà, mais la police avait toujours refusé d'accepter que ce n'était pas possible que dans un état de droit, des ordres de ce genre soient donnés à des policiers. Mais quand les anciens policiers qui ont parcouru tous les grades de la police américaine s'expriment là-dessus en disant qu'eux, ils ont reçu les ordres de leur hiérarchie de faire tel ou tel acte, donc ça crédibilise donc l'idée qu'il existe des quotas et qu'il va falloir arrêter avec ces pratiques-là dans un pays qui est considéré comme le pays de la liberté par excellence dans le monde, celui de la démocratie et surtout celui du communautarisme où les groupes coexistent l'un à côté de l'autre. Vous avez toutes les origines possibles aux États-Unis et on pense que c'était l'idéal des sociétés. Maintenant que cette question
a atteint ces niveaux donc, de préoccupation, je pense que peut-être les textes seront revus, soit un On l'espère amendement... bien. Déjà même qu'au sein même de la police, il y a cette prise de conscience. Oui, on a vu tous ces policiers devant les manifestants qui s'agenouillent, par exemple, qui demandent pardon. On a vu aussi cette vidéo, ce cadre de la police, je crois que c'est au niveau du Texas ou de Houston, ce chef de la police qui interpellait directement le président, d'ailleurs, le président Trump, justement. Oui, tout à fait. Exactement. Je crois qu'il y a un mouvement de fond de la société américaine qui est en train de se dérouler à partir donc, de cette affaire-là, et que le mouvement en dehors des États-Unis, dans le reste du monde, va également impacter, nonobstant les attitudes donc, du chef de l'État américain, qui jusqu'à présent fait de la résistance, et on l'a su que lui, il s'adresse à un électorat bien particulier, qui est assez rigide donc, sur ces questions-là, mais il n'est pas celui qui décide de tout aux États-Unis. Il y aura un mouvement de conscience et cela va aboutir notamment à des modifications de la loi, que ce soit, c'est plus difficile au niveau de la Constitution américaine, mais la loi pénale peut être retouchée par le Congrès, de sorte qu'on abolisse donc ces pratiques-là. Voilà. Merci, Siaka Coulibaly. Merci. Ça sera tout pour cette info. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur notre chaîne et bonne reprise de travail demain. Bonsoir.